Bonjour. Les évaluations régionales viennent de s'achever. J'espère que tu as bien travaillé. Abeschool, fidèle à son ambition d'accompagnement et de préparation aux examens, se propose donc de te fournir un corrigé à travers cette vidéo. Il s'agit du corrigé de la première littéraire. Si tu es donc élève en classe de première A, ne bouge pas, c'est juste après le générique. Donc voilà dans l'épreuve, la partie A, la vérification des savoirs et la vérification des savoir-faire. Et juste à côté, nous avons la partie B, la vérification de l'âge compétent, un sujet de dissertation que tu connais certainement très bien. Nous poursuivons et commençons avec dans la première partie, la vérification des ressources. Alors, définition, qu'est-ce que c'est que l'unité africaine? L'unité africaine, c'est l'idée selon laquelle les États et les peuples d'Afrique doivent s'unir politiquement, économiquement et culturellement afin de défendre leurs intérêts communs et de construire un avenir commun. Une citation donc très parlante, celle de Kwame Nkrumah, qui dit l'Afrique doit s'unir ou périr. Les Africains doivent faire marche ensemble. Ils doivent marcher ensemble pour pouvoir véritablement atteindre cet idéal-là d'unité africaine. Deuxième concept dont on a défini la révolution. La révolution est un changement brusque, profond et radical des structures politiques, économiques ou sociales d'une société. Nous poursuivons. Une citation de Karl Marx qui affirme « Les révolutions sont les locomotives de l'histoire ». Il explique donc ici qu'en fait, les révolutions sont le moteur de l'histoire. C'est par les révolutions que l'histoire est animée et change véritablement. Nous poursuivons. Vérification des savoir-faire. Il s'agit d'en faire correspondre ici chaque auteur a son concept ou à son expression. On commence donc par Julius Nyerere, qui est le premier président tanzanien, qui a créé une doctrine appelée le socialisme Ujamaa qui signifie en Swahili fraternité ou famille. On comprend donc ici qu'il voudrait donc créer comme une sorte de doctrine qui reposerait sur la famille africaine précisément. Donc nous poursuivons. Hegel, il parle de sauvagerie et de pétulance. On connaît très bien cette citation-là qui a d'ailleurs placé Hegel dans les tendances ethnocentristes occidentales, c'est-à-dire ces tendances-là qui conçoivent les Africains comme étant incapables de réfléchir, même de penser, étant donc dépourvus de rationalité. Nous poursuivons Léopold Sédar Senghor, l'un des pères fondateurs de la négritude, qui a donc pour ambition de replacer, ou plutôt de revaloriser les valeurs propres aux nègres. Nous poursuivons Kwame Nkrumah, conscientisme et conversion catégorielle. C'est donc un philosophe dans son ouvrage Le conscientisme qui recommande aux Africains d'aller dans chaque religion, prendre ce qu'il y a de bon pour pouvoir créer quelque chose d'utile pour l'Africain. Il recommande d'aller dans le christianisme, dans l'islam, mais également dans d'autres religions. Donc, on comprend ici pourquoi on parle de conscientisme et de conversion catégorielle. Chez Anta Diop, antériorité des civilisations nègres. Donc, c'est un monsieur qui explique que la civilisation africaine est antérieure, sinon première, par rapport à toutes. C'est donc ce qu'il dit ou il explique globalement dans son ouvrage. Et Ebenezer Ndjimon, il parle du suivisme moutonnier dans son ouvrage de la médiocrité à l'excellence, un ouvrage que tu auras le plaisir d'étudier en cas de terminale littéraire l'année prochaine. Parler de suivisme moutonnier ici, on voit déjà deux mots, suivre et mouton. On sait très bien que le mouton, la particularité du mouton, c'est qu'il suit sans réfléchir. Par exemple, le suivisme moutonnier, c'est une attitude qui consiste à suivre une idée ou alors quelqu'un sans examen véritablement critique. Suivre sans raison particulière ou sans réflexion. Nous poursuivons donc, Martin Toa parle de l'affirmation de soi. Il voudrait donc voir chez les Africains ici comme un désir de nier la cause de leur défaite face à la culture occidentale, c'est-à-dire laisser leur culture, laisser leur tradition, nier leur soi pour pouvoir devenir incolonisable. C'est ce qu'il va dire dans son ouvrage Essai sur la problématique philosophique de l'Afrique actuelle. Un autre ouvrage que tu auras l'occasion d'étudier en classe de terminale. Nous poursuivons. On parle donc de René Descartes qui parle du bon sens dans sa fameuse citation très connue d'ailleurs et la première phrase du discours de la méthode. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Il explique donc ici que chaque être humain possède le bon sens, aussi bien les Africains comme les Européens. Nous poursuivons Fabien Boussi-Boulaga. Il parle ici d'une philosophie du nous aussi, dont l'ambition est bien sûr de remettre en question la tendance et de philosophie qui voudrait créer une sorte de philosophie pour pouvoir démontrer à l'Occident qu'elle aussi possède une sorte de rationalité dite africaine.
Frantz Fanon parle des damnés de la terre. Il présente donc ici les difficultés, sinon les tares que l'Afrique rencontre dans son processus d'évolution. Nous poursuivons donc avec la deuxième partie, la vérification de l'agir compétent. Sujet, le triomphe de la justice repose-t-il sur la puissance de la loi? Voilà donc un sujet assez intéressant qui implique le cours sur la justice. Comme à l'accoutumée, nous commençons par l'analyse et la compréhension du sujet, notamment l'explication en première étape des mots et des concepts clés du sujet. Le triomphe de la liberté. Ici, c'est l'état où le droit est respecté. C'est un état où le droit est respecté, où l'équité est rendue et où la paix sociale est maintenue. Il ne s'agit donc pas ici d'appliquer la justice au sens strict ou bien au sens froid du terme, mais surtout de reconnaître que chaque situation doit avoir une analyse particulière. Appliquer la loi, certes, mais l'appliquer intelligemment. Nous poursuivons donc. Le concept repose-t-il sur? Il indique une condition nécessaire ou suffisante. Est-ce le fondement unique? La puissance de la loi, cela désigne deux choses, la force contraignante, mais aussi l'autorité morale. On peut donc lire là. Donc, nous poursuivons. Le présupposé ici, c'est que la justice, pour être effective, a besoin de sa force contraignante, à savoir la loi. Autrement dit, la justice repose ou se fonde sur la loi. Nous poursuivons. Reformulation du sujet. La justice dépend-elle uniquement de la force et de l'autorité des lois pour s'imposer dans la société? Problème philosophique, le fondement de la justice. Problématique. Est-ce légitime de fonder la justice sur la force contraignante de la loi quand on sait qu'elle peut déboucher sur une injustice légale? On comprend donc ici, appliquer la justice de manière froide, de manière absolue, peut conduire à une injustice légale. C'est-à-dire quelque chose qui est accepté par la loi, mais qui reste moralement inacceptable. Nous poursuivons donc. Deuxième partie, plan détaillé du développement. On commence par la thèse où on va présenter la justice, plan détaillé du développement. Thèse, la justice nécessite la puissance de la loi. L'idée ici est de démontrer que sans la force pour la faire appliquer, la justice n'est qu'un souhait pieux, c'est-à-dire une idée théorique. Argument numéro 1. La loi comme fin de la violence. Dans l'état de nature, seule la loi du plus fort prévaut. La puissance de la loi civile remplace la force physique par la force publique. Je pense qu'on comprend ici que dans l'état de nature, justement, les êtres humains vivent en fondant justement le droit uniquement sur la force. Et on le sait, une telle société ne peut pas aboutir. C'est même risqué, et ce, pour chacun. Parce qu'il y a toujours un plus fort que soi pour pouvoir imposer sa loi. Il serait donc intéressant ici d'aller vers une loi qui est davantage publique et qui repose donc sur la justice, qui aurait donc pour ambition de bannir définitivement la violence. Citation dans Blaise Pascal, la justice sans la force est impuissante. La justice a besoin de force pour pouvoir véritablement se déployer. Sinon, elle devient simplement un souhait pieux comme nous avons dit au début. Exemple, si le code de la route n'était pas assorti d'amendes et de police, personne ne respecterait des feux rouges. Et oui, la plupart des gens vont respecter la loi pas parce qu'ils veulent forcément respecter la loi, mais davantage parce qu'ils ont peur des sanctions. Nous poursuivons. Argument numéro 2, l'impartialité par la rigueur. La puissance de la loi garantit qu'elle est la même pour tous. Sa force protège de faibles comme l'arbitraire des puissants. La loi frappe sans regarder le rang social. Pas de favoritisme ici. Platon va donc dire, la justice consiste à donner à chacun ce qui lui revient. Effectivement, à chacun selon son mérite. Exemple, la condamnation d'un haut dirigeant pour détournement de fonds montre le triomphe de la justice par la puissance légale. On voit donc ici que la justice, malgré, on va dire ça comment, le rang social, sinon la capacité économique d'un individu, peut quand même réussir à s'imposer. Transition de ce qui précède, la justice pour être effective doit se fonder sur la loi. Cependant, une telle décision ne peut-elle pas ouvrir la porte à une injustice légale? On se pose donc la question de savoir si l'application froide ou stricte de la loi ne peut pas déboucher sur les injustices légales, c'est-à-dire des lois qui sont bien que reconnues légales, mais qui sont humainement ou moralement injustes. Nous poursuivons donc antithèse. La puissance de la loi peut être l'ennemi de la justice. L'idée est de démontrer ici qu'une loi
puissante peut être une loi tyrannique. La force ne fait donc pas le droit. Nous poursuivons. Argument numéro 1, le risque du légalisme ou injustice légale. On explique ici qu'une loi peut être appliquée avec puissance alors qu'elle est moralement inique. C'est l'exemple justement des lois coloniales ou bien de l'apartheid. En Afrique du Sud, pendant très longtemps, l'apartheid était reconnu comme étant normal, comme étant une loi. Mais sauf que on est très bien au courant des dégâts au sens social et au sens humain que cela a engendré. Saint-Augustin va donc affirmer une loi injuste n'est pas une loi. Une loi qui n'est pas moralement ou humainement saine ou bonne n'est donc pas digne d'être appelée une loi. Nous poursuivons donc exemple, l'esclavage était légal et sa puissance était totale, mais c'était le triomphe de l'injustice. Voilà. Je pense que l'exemple parle de lui-même. Nous poursuivons donc. Argument numéro 2 dans l'antithèse, la supériorité du droit du plus fort. Si la justice ne repose que sur la puissance, alors celui qui prend le pouvoir par la force change la justice à sa guise. On va expliquer ici avec Rousseau que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître et se transforme sa force en droit. Il faudrait donc que la force ici soit légitime pour ne pas être injuste ou bien pour ne pas déboucher sur le légalisme. Nous poursuivons transition donc pour la synthèse. À partir de là, il semble évident qu'il est risqué de fonder la justice sur la force contraignante de la loi. Dès lors, quel est le fondement adéquat qu'on peut donner à la justice? Synthèse. Le triomphe de la justice repose sur l'union de la force et de la raison. Il est donc question ici de faire entrer dans la justice l'équité. L'idée ici de démontrer que la justice triomphe quand la loi est à la fois puissante et légitime. L'argument numéro 1, le rôle de l'équité. Le triomphe de la justice repose sur une intelligence du juge qui sait tempérer la puissance de la loi par l'humanité. Il ne s'agit donc pas d'appliquer la loi au sens froid du terme, mais davantage au sens humain. On doit tenir compte de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Nous poursuivons. Citation. Blaise Pascal va donc dire, il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. Synthèse, le triomphe de la justice repose sur l'union de la force et de la raison. L'idée est de démontrer donc ici la justice qui triomphe quand la loi est à la fois puissante et légitime. Argument numéro 1, l'équilibre est nécessaire. Parce que la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique, il devient urgent d'unir la justice et la force. Au sens aristotélicien du terme où il affirme donc l'équité est un correctif de la justice légale. On comprend donc ici que les critères de la justice n'est donc plus la loi froide, mais davantage l'équité, qui prend en compte les particularités de la situation. Argument donc, cela dit, nous passons donc à la troisième articulation et même la dernière justement, à savoir la conclusion qui a justement trois parties comme nous le savons très bien. Première donc étape, le rappel du problème. En définitive, le problème était celui du fondement de la justice, le bilan. Deuxième étape. Nous avons d'abord montré que l'effectivité de la justice devait reposer sur la loi. Cependant, cette application stricte de celle-ci, Cependant, une application stricte de celle-ci peut déboucher sur une injustice légale. Ainsi, pour le triomphe véritable de la justice, il est nécessaire que la force contraignante de la loi s'applique intelligemment, c'est-à-dire en tenant compte des particularités de la situation. C'est ici qu'intervient l'éthique. Troisième étape et la dernière, solution contextualisée du candidat. Ainsi, à la question de savoir si la loi peut fonder la justice, nous répondons par la négative. Elle n'est pas puissante en elle-même. De plus, le triomphe de la justice dépend surtout de la qualité morale et humaine des lois. Autrement dit, la loi doit être appliquée, mais pas de manière stricte. Elle doit prendre en compte les spécificités. On parle alors de justice équitable, c'est-à-dire une justice qui prend en compte les particularités de la situation. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as appris énormément de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et dernière question, toujours répondre en commentaire. Quelle session du poitou souhaites-tu que nous abordons dans nos prochaines vidéos? D'ici là, porte-toi bien.